Bonjour et merci d'être fidèle au Journal Écho de Lyon Décideur. Lyon Biopôle, le pôle de compétitivité catalyseur de l'innovation dans le domaine de la santé, a fêté ses 20 ans cet automne et met le cap sur 2035 avec son comité prospectif, avec l'ambition de construire une nouvelle feuille de route stratégique d'ici à juin 2026. On en parle avec son nouveau président depuis le début de l'année, Éric Lelouch, notre invité aujourd'hui. Bonjour. Bonjour Jean-Pierre. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, gouvernance fortement renouvelée, puisque Lyon Biopôle a aussi accueilli un nouveau directeur général, juste avant votre arrivée à la présidence, Teddy Breton, ancien conseiller économique de Gérard Collomb à la métropole de Lyon, et puis l'homme du nouveau campus de MU à Gerland aussi. Absolument. Oui, nouvelle équipe, donc ça fait pas tout à fait un an qu'on travaille ensemble, ça fait quelques mois pour moi finalement. Mais bon, une dynamique qui s'est bien mise en place, un tandem qui fonctionne vraiment très bien. Et j'espère que ça va continuer comme ça. Voilà, double changement à la tête de Lyon Biopôle. Ça veut dire aussi que Lyon Biopôle redéfinit son projet, ses ambitions ? La mission reste pour l'instant la même. C'est une mission d'accompagnement essentiellement des PME. C'est un accompagnement de l'innovation. C'est un accompagnement des entrepreneurs. Et puis, c'est un système d'animation aussi de cet écosystème qui est très dynamique. Après, oui, on doit redéfinir une feuille de route pour les 10 années qui viennent. Est-ce que le modèle existant tel qu'il a été créé il y a 20 ans, puisque vous venez de signaler qu'on fêtait les 20 ans, est toujours d'actualité ? Je pense qu'il doit évoluer maintenant. Il doit évoluer avec une raison principale d'ailleurs qui nous pousse à chercher une manière d'évoluer dans le bon sens. C'est est-ce que les pôles de compétitivité au sens large, ça ne concerne pas que la santé, continueront d'être poussés, soutenus par l'État ou pas ? Alors, vous avez fêté vos 20 ans, on l'a dit. Quel est le bilan de ce pôle de compétitivité qui est labellisé depuis 2005, que vous connaissez bien, puisque en tant qu'ancien patron de Boehringer Ingelheim, vous l'avez connu de l'intérieur également. Oui. Le bilan, je crois qu'il est positif, tout le monde le reconnaît. J'étais il y a 3 jours à Paris, à la DGE, à Bercy, pour une réunion des pôles de compétitivité en général. Et les pôles de compétitivité, santé en particulier, ont été reconnus. Donc leur utilité, elle n'est pas mise en cause par qui que ce soit. Au contraire, il y a beaucoup de choses qui ne se seraient pas passées en termes d'innovation si les pôles de compétitivité santé, si Lyon Biopôle en particulier pour ce qui concerne la région Auvergne-Rhône-Alpes, n'avaient pas été là. Donc il y a un grand nombre, c'est plusieurs centaines de projets qui ont été accompagnés depuis, je ne prends pas les 20 dernières années, mais ne serait-ce que les 10 dernières années. C'est un accompagnement technique pour s'assurer que les dossiers qui sont présentés par les start-up ou biotech, petites, moyennes entreprises qui vont chercher des financements sont solides. Et les projets qui sont labellisés par Lyon Biopôle ont une bien meilleure chance de succès que ceux qui ne le sont pas. Donc oui, il y a un gros enjeu de ce côté-là, c'est de continuer à soutenir l'innovation par ce biais-là. Alors, favoriser l'innovation en santé, fédérer les acteurs, et malgré cela, on a vu ces derniers temps à plusieurs biotech lyonnaises déposer le bilan. Oui. C'est révélateur de quelque chose qui ne tourne pas rond ? C'est inquiétant en tout cas. Moi, je serais un vrai menteur si je vous disais que ça ne m'inquiétait pas du tout. Il y a un problème majeur en France, probablement aussi en Europe, mais en France en tout cas pour ce qui nous concerne, sur le financement de l'innovation. Je vais vous donner quelques chiffres. Pour Lyon Biopôle, en 2021, on était au-dessus de 320 millions d'euros de levée par les adhérents du pôle. Par an ? Sur l'année. Oui. En 2023, on était à 240. Les chiffres sont approximatifs. L'ordre de grandeur est le bon. 240, 250 millions d'euros de levée par nos adhérents. 2024, on n'était plus qu'à environ 150 millions. Et il y a quelques mois, j'étais très inquiet parce qu'en août, on devait être à 80-90 millions et je voyais une chute qui continuait de se prononcer. On finit l'année un peu mieux que prévu, au même niveau que l'année dernière, ce qui me fait dire, en tout cas, ce qui me fait espérer qu'on est arrivé au creux de la vague et que les financeurs vont se réintéresser à ces petites entreprises innovantes et leur éviter, si possible, la fameuse vallée de la mort. Alors, difficulté des biotech, mais aussi la fin de BioAster, l'unique institut de recherche en technologie consacré à la santé. Après la décision de l'État d'arrêter ses financements, on peut parler d'un immense gâchis, 120 millions d'euros qui sont partis en fumée. C'est un gâchis, c'est très triste, parce que ça concerne quand même une centaine d'employés qui étaient là, des gens qui sont d'un super bon niveau technique. Et moi, ce que j'espère, c'est, maintenant la page est tournée, donc le plan social qui a été mis en route
arrive à son terme. Mais ce que j'espère, c'est qu'on va pouvoir, malgré tout, capitaliser sur ce qui a été fait pendant ces 10 années avec BioEster, ne serait-ce qu'avec des locaux qui sont là, qui sont parfaitement bien équipés et avec des expertises qui sont aussi là à disposition de l'écosystème. Et je crois que l'écosystème dans son ensemble, public, privé, se sent mobilisé pour essayer de trouver des solutions qui vont permettre à BioEster de continuer d'une certaine façon à produire de l'innovation malgré tout. Donc je croise les doigts et en tout cas, côté Lyon Biopôle, on fait tout ce qu'on peut nous aussi pour sensibiliser les grosses entreprises, les petites moyennes entreprises qui sont nos adhérents à s'intéresser à ces profils. On a une chance inouïe d'avoir ces profils sous la main, de les faire reproduire de l'innovation. Ouais. Parce qu'il faut le dire quand même, à BioEster, c'était 400 contrats de recherche, plus de 100 entreprises partenaires, plus de 50 labos associés, 27 brevets déposés, un lancement en 2012, des moyens engagés, programme d'investissement d'avenir, le rapprochement Institut Pasteur Lyon Biopôle, vous êtes directement partie prenante. C'était un très bel outil. Et on peut dire que vous avez été lâché par l'État, alors qui a préféré quand même, il faut le dire, lancer un biocluster en 2024. Est-ce qu'à son tour, lui-même, il va être abandonné dans quelques années par l'État ? J'espère que non. Les bioclusters dans leur ensemble ont été poussés il y a 2-3 ans par le président de la République. Lyon, et moi j'ai fait partie à l'époque de ceux qui poussaient à la création de ce biocluster maladies infectieuses à travers une approche One Health à Lyon. Il a mis un peu de temps à être réel. Maintenant, il l'est. Et en fait, les premiers éléments, les premières indications, c'est que ça commence à fonctionner. Et c'est une bonne nouvelle. J'espère non qu'on ne va pas reproduire les mêmes erreurs et qu'on ne va pas être lâché dans 10 ans. Maintenant, il va s'agir d'amener des projets, de les faire valider par l'État aussi, d'une certaine façon. Mais la collaboration publique-privée va jouer tout son rôle, encore une fois. Oui, parce qu'on parle beaucoup de souveraineté en matière de santé, voire d'accueillir des chercheurs qui sont malmenés aux États-Unis et puis on licencie 90 personnes ici. Oui, il y a quelque chose qui n'est pas normal là-dedans. Je suis d'accord avec vous. Alors, quel système pérenne de financement de l'innovation faut-il mettre en œuvre ? Je pense qu'il faut resensibiliser tout le monde, public et privé, peut-être à soutenir l'innovation. Peut-être qu'il faut être plus judicieux dans les choix des projets qu'on soutient. Est-ce que le plan France 2030 a été un très bon exemple ? On a lâché quelques milliards d'euros en fait sur ce sujet-là. Est-ce qu'on a été judicieux et est-ce qu'on a mis suffisamment d'argent sur quelques projets ou est-ce qu'on a plutôt saupoudré ? Je pense qu'on a plutôt saupoudré. C'est ma version des choses, ça n'engage que moi. Mais je pense qu'on a plutôt saupoudré plutôt que de se concentrer sur quelques projets majeurs sur lesquels, oui, on y va à fond, on se donne les moyens de réussir et on finance à la hauteur de ce que ça mérite. Est-ce que ça veut dire que la France prend du retard en matière de financement de l'innovation ? Je ne sais pas si c'est la France ou si c'est l'Europe. En tout cas, la France, oui, prend un certain retard si on ne se réveille pas. Tout le monde est au courant, on est dans un système, dans un monde qui change de façon drastique. On est pris l'Europe en sandwich entre les États-Unis et la Chine. La Chine est en train de monter en puissance d'une façon extraordinaire en termes d'innovation. Les États-Unis sont toujours en pointe malgré tout. Et nous, on est au milieu. Donc, il faut que l'Europe se réveille. Et la France doit être un des moteurs de ce réveil. La Chine, pour vous donner un ordre d'idée, dans le domaine pharma, c'est 30% des molécules innovantes du pipeline qui viennent de la Chine. Il y a 10 ans, c'était 3%. Donc la Chine n'est plus un pays qui copie, mais un pays qui innove. Et on ne va pas tarder à voir, je pense qu'on a même déjà commencé à voir des innovations chinoises transférées en Europe. En fait, c'est un peu l'inverse de ce qui se passait il y a quelques années. Donc, en fait, on doit réagir. Alors, j'imagine que dans vos réflexions stratégiques, pour la feuille de route 2035 de Lyon Biopôle, vous intégrez tout ça, bien sûr. On l'intègre à notre niveau. Ce n'est pas Lyon Biopôle tout seul qui va changer ce que je viens de vous dire. Et je crois que ce qui peut changer les choses, c'est une espèce d'union des clusters européens. Moi, je suis un fervent défenseur de Lyon Biopôle, évidemment, et je pousserai toujours pour que Lyon Biopôle fasse partie, ce qui est le cas aujourd'hui, des clusters santé les plus efficaces, les plus dynamiques en Europe. Mais tout seul, on n'y arrivera pas. Et moi, je pense qu'il faut qu'on soit ouvert
à une collaboration avec d'autres clusters qui sont en France, qui sont en Europe. C'est ce qu'on essaye de faire, créer des ponts pour se donner une vraie masse critique qui va nous permettre de résister face aux US et face à la Chine et de pousser l'innovation. Et d'ores et déjà, vous raisonnez au-delà de Lyon, hein, vous voulez associer et travailler en synergie avec Grenoble, Saint-Étienne, Clermont. C'est la première étape. Je veux dire, je ne vais pas commencer à aller chercher des alliances en Allemagne, en Italie, en Espagne, où on en a déjà malgré tout, et ignorer que Lyon, Grenoble, Saint-Étienne, Clermont-Ferrand font partie du même réseau et qu'on a déjà de quoi donner plus de force aussi à ce qu'on fait sur la région Auvergne-Rhône-Alpes. Travailler au service de tout l'écosystème santé, hein, après avoir été un représentant éminent des industriels à la tête de Boehringer Ingelheim, ça veut dire que l'heure de la retraite n'a pas sonné et qu'elle est encore loin pour vous? Non, c'est pas tout à fait vrai. L'heure de la retraite a bien sonné. Maintenant, je suis dans une dynamique un petit peu différente où j'essaye de transmettre, j'essaye d'apporter un peu de mon expertise, ce que j'ai appris sur les 30 ou 40 dernières années, de la mettre au service d'un écosystème que j'aime beaucoup, vraiment, celui de la santé et celui de Lyon et de la région. C'est très affectif, en fait, mes activités aujourd'hui. Alors, on peut dire Bioaster a été à la merci de l'État. On sait que la région et la métropole ne sont pas en phase sur différents dossiers. Est-ce que cela pénalise Lyon vraiment sur certains dossiers, cette mésentente? Sans doute, oui. Sans doute, oui. C'est pas facile. Vous savez, dans ma carrière, j'ai toujours essayé de rassembler les gens, de faire en sorte que des gens qui, a priori, avaient peu de raisons de se parler, de faire en sorte qu'ils se parlent et qu'ils travaillent ensemble. Ça reste mon moteur aujourd'hui. Et des différences de sensibilité politique, à mon avis, ne doivent pas interagir de façon négative avec la volonté d'un écosystème de se développer. On travaille au service de la métropole, on travaille au service de la région, on travaille au service de la France, de l'Europe, on travaille au service d'un écosystème santé qui doit faire fi des sensibilités partisanes ou idéologiques des uns et des autres. Votre nouveau plan stratégique pour 2035 sera dévoilé en juin prochain, je l'ai dit. Vous en avez déjà les grandes lignes? Alors, les grandes lignes, pas encore complètement. En fait, vous savez comment on a procédé. Je crois que la méthode était aussi importante que le résultat qu'on va obtenir. C'était de faire en sorte que ce soit le résultat d'une co-construction. Moi, je ne veux pas, je l'ai dit en mon conseil d'administration, je l'ai dit aux adhérents, je ne veux pas que tout vienne d'en haut, d'un petit groupe de personnes qui vont tout décider pour l'écosystème. Je veux que ce soit du collectif. L'intelligence collective sera toujours plus forte. Et on a commencé, en termes de méthode, par interroger tous les adhérents par un questionnaire de façon simple qui nous a permis d'identifier 8 thèmes déjà qui sont potentiellement des thèmes intéressants et stratégiques pour l'économie. Alors je peux vous les citer rapidement. C'est l'innovation clinique et la collaboration publique-privée, hôpitaux, entreprises privées. C'est l'entrepreneuriat et le financement des entreprises innovantes. On en a un petit peu parlé tout à l'heure. Je pense que ça, c'est un sujet majeur. C'est l'immobilier dédié Health Tech. C'est un autre sujet majeur. Si je devais en retenir 2, moi, des 8 que je vous donne, c'est ces deux-là. C'est ces deux-là. On a besoin de faciliter le financement, l'accès au financement pour les entreprises innovantes. Et on a besoin, je crois, d'avoir un immobilier dédié pour permettre à des startups qui n'ont pas les moyens de travailler en early stage, de développer leurs projets, de s'installer dans des locaux et dans des labos qui sont professionnels. Alors, l'Élysée a annoncé un grand événement à Lyon le 6 ou le 7 avril prochain, autour du concept One Health, dont on sait qu'il vous est très cher. Vous en savez un peu plus sur cet événement? Malheureusement, pas encore. Donc, j'espère que ça va se faire. Alors, ce que je sais, c'est qu'il y a des réunions qui sont prévues dans les jours ou les semaines qui viennent pour commencer à mettre en musique ce qui pourrait se faire le 7 avril. Je sais qu'il y a déjà des side events auxquels on commence à réfléchir pour créer un réel événement autour de la venue du président de la République et autour de ce concept One Health, qui n'est pour l'instant, à mon avis, malheureusement, toujours qu'un concept et qu'il faut qu'on passe à l'action. Alors j'espère qu'un événement comme celui-là va permettre de déclencher un certain nombre de choses. Et puis sur le sujet One Health, on sait que Grégory Doucet, le maire de Lyon, était hier à Bruxelles sur le sujet One Health et l'engagement des villes européennes sur le sujet. Votre évangélisation commence à porter ses fruits? Je ne sais pas si c'est mon évangélisation. Moi, je suis un petit colibri qui apporte sa contribution au sujet. Mais en tout cas, nous, c'est très positif de voir que plusieurs grandes villes européennes veulent s'emparer du sujet à leur niveau et pousser à des actions concrètes. C'est ce qu'il faut qu'on arrive à obtenir de la part de l'ensemble de la population, côté public, côté privé aussi.
Merci beaucoup, Éric Lelouch, Merci d'être à venu vous, sur le Jean-Pierre. plateau du Journal Écho de Lyon Décideur. Bonne fin de semaine. On se retrouve vendredi prochain pour une autre émission. Merci, au revoir.